Le général de Gaulle, qui était donc au pouvoir depuis la Libération, estimait qu'il était le sauveur de la France. Et que les gens, il y avait des gens qui avaient été... il y avait une assemblée qui avait été élue et ils avaient le toupet d'essayer de contrôler ce qu'ils faisaient. Alors que par exemple le maréchal Pétain, qui était également le sauveur de la France, avait gouverné pendant toute l'occupation sans avoir cet inconvénient. Il y avait un autre inconvénient qui était quand même l'occupation allemande, hein, qui bridait un petit peu son action. Mais de Gaulle, il trouve que comment, vous n'avez pas sauvé la France, vous n'êtes pas le général de Gaulle, vous ne mesurez pas 1,92 m, vous n'avez pas un morceau de tuyau de poil sur la tête avec une visière, vous n'êtes que de misérables représentants du peuple, comment osez-vous? Et du coup, il dit je m'en vais, puisque c'est comme ça. Il boude. Bon. Et le 20 janvier donc 1946, il donne sa démission. Et lui succède Félix Gouin, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, et qui va... ça va être le moment où on va rédiger une constitution. Et il va y avoir un premier projet de constitution qui prévoit une assemblée unique qui a pratiquement tous les pouvoirs. Il ne faut jamais faire ça. Hein. Et il ne faut jamais que quelqu'un ait tous les pouvoirs, presque. Et puis un président qui est un peu comme celui de la Troisième République, un figurant. Et donc tout le gouvernement serait directement issu d'une assemblée unique, donc il n'a aucun contrepoids. Donc il n'y a pas de contrepoids. C'est un système très dangereux. Hein. Les systèmes démocratiques reposent toujours sur ce qu'on appelle le bicamérisme, c'est-à-dire qu'il y a une chambre haute. Et donc en France aujourd'hui c'est le Sénat, en Angleterre c'est la Chambre des Lords, etc. Aux États-Unis c'est le Sénat, et une chambre basse, la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, on l'appelle comme on veut. Ça dépend un peu des époques. Donc ce premier projet ne va pas être, va être soumis à référendum le 5 mai 1946 et 53% des électeurs se prononcent contre. Du coup, on élit une deuxième assemblée le 2 juin, qui est dominée par le MRP de Georges Bidault, Mouvement des Républicains Populaires, qui a 23% des voix, beaucoup de communistes encore, 21%, et les socialistes, 16%. Et cette fois, le projet qui va sortir, c'est deux assemblées, donc Assemblée nationale, Sénat, sauf que le Sénat s'appelle le Conseil de la République, mais c'est la même chose. Et cette fois-ci, il y a 53% d'électeurs qui votent pour, mais il y a un tiers d'abstention. Parce qu'en réalité, on a dit on ne va pas voter des 50 projets comme ça. De toute façon, les électeurs voient ça quand même de manière assez floue. C'est des choses compliquées. Et donc le projet est passé. C'est un régime qui ressemble beaucoup à celui de la Troisième République, c'est-à-dire que quand même l'Assemblée a beaucoup de pouvoir et les gouvernements, il y a une certaine instabilité ministérielle. Cela dit, il faut voir que ce système a été beaucoup vilipendé par les fondateurs de la Ve République, mais c'est un système qui n'a pas très mal marché. Hein. Le premier président de la quatrième République, c'est Vincent Auriol, qui est élu en mai 1947. Et il va se produire des incidents avec les communistes, qui vont donc quitter le gouvernement à ce moment-là, parce qu'il y a un énorme chômage après la guerre. Hein. Il faut dire que la France a fait le choix de continuer le rationnement qui avait existé pendant la guerre, et que donc la reprise économique était quand même très lente. Hein. L'Allemagne avait fait le choix inverse, on n'avait rien rationné, et du coup les prix avaient monté, et quand les prix augmentent, eh bien tout le monde a envie de fabriquer ce qui se vend cher, et du coup la production augmente, et le chômage baisse vite. En France, on a fait le contraire, donc la production a augmenté doucement et le chômage a baissé lentement. Il y avait énormément de chômeurs, plusieurs millions, en 1947, et la CGT a déclenché des grèves insurrectionnelles, en réalité, qui avaient un contenu politique. Et elles étaient tellement orientées politiquement qu'il y a eu une scission au sein de la CGT et a été créée une branche dissidente, plutôt socialiste, qu'on a appelée CGT-FO, Force ouvrière, qui est devenu le syndicat Force ouvrière, qui existe toujours aujourd'hui. Et en 1947, il va y avoir une deuxième force d'opposition nouvelle qui va apparaître, c'est le RPF du général de Gaulle, que le général de Gaulle va prononcer un discours à Strasbourg, c'est très fort pour prononcer des grands discours, et qui lance la fondation du RPF, qui va réunir les gaullistes, et les gaullistes sont hostiles à ce régime.
Donc du coup, au départ, la vie politique va reposer ce qu'on appelle la troisième force, qui est un peu plutôt au centre, hein, le MRP, donc les socialistes, les radicaux, divers conservateurs qui vont faire des coalitions. Et en réalité, ces coalitions, souvent, elles vont s'attaquer à un problème, elles vont mettre sur pied un gouvernement qu'on appelle une majorité d'idées, qui va soutenir un gouvernement et qui va régler un problème, et souvent, ces problèmes vont être réglés d'une façon tout à fait honorable. Notamment, vous avez Antoine Pinet, qui est resté très symbolique dans la vie politique française, qui a restauré les finances. Vous avez eu également Pierre Mendès France, en 1954-56, qui a négocié l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Alors le Maroc, je vous l'ai dit déjà, c'était des protectorats marocains. Et puis c'était des pays qui avaient quand même, surtout le Maroc, une existence ancienne, et donc il y avait même une monarchie qui a été restaurée au Maroc. Donc tout cela s'est passé sans effusion de sang ni crise majeure. En même temps, il y a eu, mais l'affaire était plus délicate, mais c'est la même année 1954, le désastre la défaite plus exactement de Dien Bien Phu, qui a mis fin à la guerre d'Indochine, qui succédera à la guerre du Vietnam, qui elle est une guerre qui est 100% une guerre de la guerre froide et non plus une guerre coloniale. Et presque l'avant-dernier président du Conseil sera Guy Mollet, qui est un socialiste. Et Guy Mollet, il va être confronté à la crise de Suez. Nasser avait nationalisé le canal de Suez. Et les Français et les Anglais vont envoyer des parachutistes là-bas. Bon, les Américains ont mis fin à l'affaire. C'est un peu, je vous dis ça juste au passage, parce que c'est un peu en dehors ça n'a pas joué un grand rôle dans la politique intérieure française. Et Guy Mollet, il va être confronté au problème algérien. Néanmoins, il y a plusieurs choses qui vont être réalisées sous la 4ème République aussi. Il va y avoir, en 1951, il va y avoir toute une politique européenne, hein, qui est promue par Jean Monnet, par Robert Schuman, qui va aboutir en 1951 à la constitution de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et il va y avoir le traité de Rome qui va être signé en 1957. Entre les deux, il y a une grosse crise de la construction européenne, c'est ce qu'on appelle la CED, Comité européenne de défense. On prévoit de faire une armée unique avec un uniforme unique et tout ça pour tous les membres de l'Union européenne. Ça, c'est très très mal pris et ça va être une grosse erreur, mais qui va être réparée parce qu'on va changer un peu de méthode, qui va permettre de signer le traité de Rome. Également, en 1957, il faut signaler le vote d'une loi cadre qui prépare l'indépendance des pays d'Afrique noire, hein, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française. Hein, la France n'a pas décolonisé, contrairement à l'Angleterre, dès la fin de la guerre. Elle pensait même, en fait, c'était un peu l'intention du général de Gaulle, que toutes ces colonies resteraient dans le giron français. Il va de soi que plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est impossible. Et donc, parce que d'abord il se forment des élites qui souvent d'ailleurs sont formées en France, et donc des élites africaines, et qui disent pourquoi ne pourrions pas gouverner nous-mêmes. Et donc cette loi cadre le prépare. Donc vous voyez beaucoup de problèmes qui étaient issus de l'après-guerre ont été pratiquement réglés, où leur règlement a été très bien préparé par la 4ème République. Donc il ne faut pas non plus la jeter à la poubelle. C'est un gouvernement dans lequel effectivement les premiers ministres sont beaucoup plus soumis à l'Assemblée qu'aujourd'hui, mais je veux dire, c'est peut-être un bien. Hein. C'est quand même le principe de la démocratie parlementaire. La stabilité était peut-être trop grande, mais une majorité qui n'a pas son mot une assemblée qui n'a pas son mot à dire, c'est l'excès inverse. Hein. Donc vous voyez, il faut voir ça avec nuance, et puis on peut avoir diverses opinions sur le sujet. La 4ème République aussi, ce qui rend les équilibres politiques fragiles, c'est que d'une part, comme je vous l'ai signalé, les communistes sont rentrés dans l'opposition, ils sont financés par l'Union soviétique, et à partir de 1947, ils sont dans une opposition forte. Et d'autre part, le RPF, qui a été fondé en 1951, a fini par supplanter le MRP, qui était la grande force du début de la 4ème République. Et les gaullistes, même si en fait une partie d'entre eux vont rentrer dans le jeu parlementaire et ministériel, sont hostiles au régime lui-même.
Donc vous voyez, vous avez les communistes qui veulent faire la révolution et les gaullistes qui disent le régime est mauvais. Donc la marge entre les deux est étroite. Donc compte tenu en plus de cette situation politique, l'existence de cette république était relativement... le jeu politique était compliqué. Et ce qui fait qu'il y a eu quelquefois des petits partis un peu charnières qui permettaient de faire la majorité et du coup qui arbitraient un petit peu. Hein. C'est comme ça que Mitterrand a été ministre presque constamment de 1945 ou 1946 jusqu'à 1958. Et il y a eu également un mouvement antiparlementaire d'un autre style que le gaullisme, qui a été le poujadisme. Hein, en 1956, qui avait posé Pierre Poujade, qui était un papetier, qui était à Saint-Céré, dans le Lot, dans le Quercy, et qui avait pour slogan « Sortez les sortants ». Et c'était un mouvement à l'origine antifiscal, car la fiscalité, qui augmente depuis Charles VII, n'avait pas cessé d'augmenter. Et on avait créé des inspecteurs polyvalents, enfin bref. C'était donc beaucoup de petits commerçants, petits entrepreneurs, etc. Et c'était en 1956, le plus jeune député de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il a pris sa retraite politique, c'est Jean-Marie Le Pen, qui a été un député poujadiste le plus jeune de l'Assemblée à ce moment-là. Donc il y avait en fait un quadripartisme, disons un centre-gauche, un centre-droit, puis des gaullistes qui sont contre et des communistes qui sont contre aussi. La vraie épine dans le pied de la 4ème République et qui va mettre fin à ce régime, hein, c'est Guy Mollet qui va commencer à y être confronté, c'est à partir de 1957, c'est la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie c'est un problème tout à fait à part, et même très différent des autres décolonisations, dont je vous parlerai bien sûr séparément.